Et ça, c'est des souvenirs, mais d'abord qui n'ont pas de prix pour moi, parce que quand j'en parle avec mes enfants, ils comprennent pas bien. Ils sont sur c'est 2 militaires, alors ils sont sur une autre planète, mais ils comprennent pas l'intensité émotionnelle, l'humain, quoi, ce qu'il peut retransmettre comme ça, comme sensation, c'est extraordinaire, quoi. Et il y en a plein, hein, des anecdotes, parce qu'on était à l'époque où on vivait des anecdotes. Je peux t'en raconter encore une. J'avais un mécanicien qui travaillait chez Dassault et on avait été voir un docteur pour qu'il lui fasse un certificat de maladie pour qu'on aille à Gérèse tuer. Donc je courais en 125, en 2,5 et je courais en 750 avec ma 3,5. Donc on descend, on arrive à Gérèse, on était morts. Et on arrive à Cadix. Je dis Bernard, regarde, il y a une plage là ici. On sort, il était 4h du matin, on n'avait pas l'argent pour aller à l'hôtel. On se met en dessous le camion dans les sacs à couchage comme ça. Et 1 heure et demie après, je sens quelque chose de froid dans mon cou comme ça. La Guardia Civile qui est venue et qui m'avait mis la mitraillette ici parce qu'on croyait qu'on était des malfrats. Des malfrats. Et là, on parlait pas espagnol. Non, nous, Gérèse, la moto, courir. Ah, la moto, ok, la moto. Voilà. Alors on lui montre. Ah, ok, blablabla. Il nous dit, allez, venez comme ça. On va au poste de police. Ils nous ouvrent 2 portes de prison. Et ils nous ont donné à manger, tout ça. Et on a dormi en prison. À Cadix. À Cadix. mais comment... Je veux dire, les jeunes maintenant, bon, c'est magnifique ce qu'on voit, hein, les grands prix, c'est somptueux, mais ils peuvent pas avoir des histoires comme ça. C'est plus du tout le même univers. C'est une autre planète, c'est une autre planète, quoi. Maintenant, on va revenir. Il y a eu ta victoire au Mans en 79. Tu as parlé de ce moto-journal 200 l'année 80, mais l'année 80, c'est une année terrible, puisqu'en fait, il y en a 4 de ta génération. Et dans l'ordre, on va avoir Olivier Chevalier, qui se tue ici au Ricard. On va avoir Patrick Ponce à Silverstone, on va voir Christian Léon au Japon et ensuite Rougerie en Yougoslavie. En un an, en gros, tes 4 adversaires directs, les 4 meilleurs du quintet de tête de ta génération disparaissent. Donc c'est quand même un moment effroyable de la moto que tu as vécu en direct, puisque toi, d'un seul coup, tu te retrouves sans adversaire au niveau français, ou presque. Ça, Jacques, c'est le côté obscur de l'histoire. Olivier Chevalier, moi je courais pour le 200 miles et Olivier, lui, courait en 250. Et on était là avec Guy Bertin d'ailleurs, et on le regardait passer comme ça. Et puis d'un coup il passe plus. Il dit merde, il s'en est encore pris une. Bon. Et je file à l'infirmerie. Et mon père était avec moi comme ça, et je vois Olive qui me regarde avec ses yeux comme ça et qui me prend la main comme ça, qui me sort très fort. Il me dit Patrick, j'ai chaud. Et là, moi, j'avais pas compris. Et j'allais lui parler et mon père m'a tiré comme ça parce que lui, il avait compris. Et c'est la dernière fois que je vois Olivier. Parce qu'après, il est parti. Il a fait une déchirure de la horte. Et là, il est parti en hélicoptère et je ne l'ai plus jamais revu. Patrick Ponce. Je cours en 3,5, c'est à Silverstone. Je me luxe la hanche. Je vais dans l'ambulance de Costa avec une luxation de la hanche. Et je vois la porte qui s'ouvre comme ça, la tête de Patrick, avec ses 2 yeux bleus ronds comme ça. Il me dit Patrick, tiens le coup, après la course, on vient te voir. Et il n'est pas venu. Et je l'ai vu, j'ai entendu, parce que monsieur Jean-Claude Olivier allait voir Patrick, venait me voir. Et moi, je venais d'être opéré, j'étais un petit peu dans les vapes. Et il me dit, Patrick a eu un accident, il est juste à côté de la chambre à côté. Et à 2 ou 3 heures du matin, ils me mettent des panneaux comme ça autour de mon lit. Monsieur Olivier vient, s'assoit à côté de moi. Et il me raconte, et il me parle jusqu'à 7 heures du matin, m'expliquant ce qui s'était passé, sa vie, sa passion, la passion qu'il avait pour Patrick.
une histoire d'homme très intense, où j'ai mis un certain temps à m'en remettre quand même. Des moments où encore des frissons, quoi. Hein. C'est tous des moments très intenses. Bon, l'histoire est beaucoup plus longue que ça, mais en gros, c'est en résumé. Et Michel, on était en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie. Il part, il avait la cheval, et au 2e ou 3e tour, pneu pas très très chaud encore, dans une espèce de gauche, je pense qu'il a talonné, il est parti, je le vois encore, j'ai freiné pour pas lui rentrer dedans, et il est sorti du circuit. Bon, là on s'est dit, c'est un de moins, c'est bon. Qui ne sera pas devant moi. C'est vrai, il s'est pas fait mal parce que je l'ai vu rouler comme ça, et puis ça va, il bougeait, quoi. Et puis le tour d'après, plus rien. Donc on fait la course, tout, je ne me rappelle plus combien, 3, enfin peu importe. Et là, j'apprends l'accident. Et on avait fait, donc il était chez Pernod, et on avait fait comme les cow-boys là. Vous étiez compagnons d'écurie. Oui, on était tous ensemble comme ça. Et là, ce qui a été dur, c'est que c'était les 3,5. Il y avait les 125 et les 2,5. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis surpris à prier. Et en mettant mon casque, je dis, mon Dieu, faites que ce soit moi qui l'enlève. Et ça, c'est des émotions très fortes, tu vois. Et ça, le sport fait que dans l'engouement, dans la passion, dans le stress, dans l'adrénaline. Le show continue. Ouais. C'est incroyable parce que sur le coup, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est incroyable. T'es abattu, tout ça. Et puis hop, le lendemain, t'es encore un petit peu secoué, et puis le surlendemain, ça va. Écoute, tu vois, en préparant un peu ce fait qu'on allait discuter ensemble, je me suis attaché à tes résultats, et je réalise à quel point tu es en train de nous fournir un témoignage de ce qu'ont été les années dramatiques de la course moto, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait le prestige, il y avait de la gloire, effectivement, il y avait Barichin, il y avait Agostini, il y avait Katayama, il y avait tous ces champions du monde, et puis là, tu nous plonges dans cette ambiance terrible qu'a été le Continental Circus, de ces circuits dangereux, de cette période à la fois fulgurante, passionnante et terrible, tu vois. Et alors, parce que quand même, évoquons tes victoires, tes podiums, tu as été dans les 3 meilleurs du monde au championnat du monde plusieurs années de suite. Ouais. Et c'est un peu... J'ai perdu le championnat du monde à cause de rien. C'est quelle année ça? C'est 79. 79, c'est ça. Il fallait que je finisse 3e de la course pour être champion du monde. J'étais 3e ou 2e. Il y avait Cork, Ballington, Hansford, qui avait les 2 Kawasaki d'usine. Ballington et Hansford qui avaient. Mais à la limite, je finissais 3e. Ouais. Et j'ai l'attache du carénage qui casse, le carénage qui tombe sur la roue, et je croyais avoir crevé. Je rentre au stand et je lui dis, gonfle-moi le pneu. Et alors il regarde, mais il est gonflé, le bébabababab, et puis ça y est, un tour. Temps perdu, c'était trop tard. Il y a une petite anecdote aussi, pour rester dans le côté sombre, après on fera quelque chose de plus light. Salzbourg, j'ai le grave accident, et en 81, je gagne le Grand Prix. Et il avait plu énorme. Alors là, il y avait 100 000 spectateurs qui crient comme ça. C'était une émotion parce que les spectateurs, ils assidus, et ils connaissaient l'endroit. Et il avait plu, donc une éponge ici. Le circuit était sec et il y avait une rigole juste là où on était tombé en 77. Je suivais Guy Bertin comme ça, qui lui suivait Graham Geddes. Tu te rappelles? Graham Geddes, oui, tout à fait. Et dans cette courbe-là, il y avait une rigole d'eau. On était tous premier tour, pneu froid, tout le monde se suivait comme ça. Tout le monde arrive dans cette rigole-là. Très rapide, la courbe. Très rapide quand même. Et Graham, le pauvre, il est resté anglais, gazmi. Là, il a fait un demi-tour. Il a tourné comme une toupie comme ça, juste devant Guy Bertin, qui lui est malheureusement, lui il était sur le dos, Graham, il était avec les jambes
face en l'air comme ça. Il lui a roulé sur le tibia comme ça. J'entends encore la jambe casser le carénage de Guy Bertin, qui avait clac comme ça. On passe les trois virages après, et juste au début de la ligne droite, Guy se retourne comme ça. Il avait des yeux exors parce qu'il d'un air de dire, je lui ai fait. Vas-y. Continue. Vas-y. Ne t'arrête pas. Ouais. Et pourtant, à froid, je pense que j'aurais pas été capable de lui dire. Et quel est le meilleur moment de ta carrière pour toi, la course que tu as préférée La course, ça a été quand même Le Mans. Hein. Oui. Cette victoire au Mans. Bon, l'Autriche, parce que j'avais eu cet accident, je connaissais tout l'hôpital de... Et tu n'avais pas envie d'y retourner. mais vraiment, ils avaient été super sympas. J'étais à côté d'un chauffeur d'ambulance qui avait sa maîtresse qui venait le matin, sa femme venait le soir, elle me racontait des histoires extraordinaires. Donc ça a été émouvant parce que le public savait la performance, mais le Grand Prix de France quand même, c'est là où ça a démarré avec Pernot, et un public, là quand j'ai regardé le Grand Prix dernier là, au Mans, que tous les pilotes disent que le public a été extraordinaire, et bien déjà à notre époque, quand j'ai fait le dernier tour, tout le monde criait tout ça, et moi je voulais les saluer, mais je dis il faut pas que je me déconcentre parce que je vais m'en prendre. Tu te rappelles, c'était glissant tout ça. Je dis je vais quand même pas tomber parce que Villa était tombé, Sol était tombé, il avait plu, c'était hyper glissant. Mais alors, tu as toujours été bon sur le mouillé, comment t'expliques ça? C'est grâce à mon père. Comme quand je t'ai dit tout à l'heure qu'il regardait la météo, quand il voyait que ça allait pleuvoir, hop, on allait soit au Luxe, soit au Castellet, et il me remplissait le réservoir. Et il te faisait rouler sous la pluie. Et il me faisait rouler, trempé, froid, pas froid, chaud, pas chaud. Roule sous la pluie. Et t'as presque entraîné comme les petits jeunes de la Moto 3 aujourd'hui. Mais c'est ça. Il t'a mis, il a fait une école de pilotage avant l'heure. Mais c'était un précurseur. Hein. Ouais. Moi je me rappelle, les Japonais venaient lui demander, parce que j'avais des moteurs très rapides. Mais c'était un travail de précision qu'il faisait. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de pièces dans une moto Mais à l'époque, il n'y avait pas d'électronique. Et ce genre c'est comme Nougier. Il s'entendait très bien avec Monsieur Nougier parce que c'était des têtes de cochon, mais un savoir extra et d'une passion, mais à toute épreuve. Et donc ils avaient ça dans le sang, mais c'était des têtes de cochon, quoi. Ils avaient raison. Moi, j'ai souvenir d'un homme toujours souriant. Oui, mais caractère. Vraiment gentil. Parce qu'il était dans son monde. Oui. Là, il était dans son monde de passion. Mais au boulot, c'était pas la même chose. et quand tu avais affaire à lui, moi, j'étais fusionnel avec mon père. Mais des fois, quand même, quand je voyais les copains qui partaient en boîte, pas facile. Et il y a des Japonais qui sont venus le voir pour lui demander qu'est-ce qu'il faisait dans le moteur, quoi. Et en fin de compte, il y avait... Immense précision. Ouais, voilà. Je sais. C'était un ajusteur, exceptionnel. Voilà. Et toujours un petit peu en rivalité avec Cheval. Bien sûr. Mais ils échangeaient aussi. Mais ils s'adoraient, mais en concurrence quand même, tu vois, quand même. Hein. T'as jamais regretté de ne pas rouler sur les motos d'Alain Chevalier? J'étais bimotard. Oui. J'avais été reçu, bien sûr que j'aurais voulu, mais et j'avais avec Olivier, avec Alain, on a été les premiers chez Pernot. Mon père s'entendait très bien avec Alain, mais moi j'avais été reçu dans une famille extraordinaire en Italie par M. Maury, par M. Tamborini. Ils me recevaient, mais comme on ne recevait que les grands, quoi. Hein. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est un peu trop pour moi, quoi. Hein. Tu vois, on revient. Ouais, je sais, mais ils m'ont envoyé la moto en direct à Assen. C'est là où il y a eu l'histoire avec Franck Chine. Mais jamais on voyait ça à notre époque.
Et j'ai eu des gens comme ça qui m'ont aidé. Jean-Claude Olivier, mon père en premier, la maison Bimota, même chez Pernod avec Olivier. Toute cette carrière a été une suite de rencontres de gens, mais Jacques, extraordinaires, dont tu fais partie. Oh, Non. Mais je le dis parce que j'espère que tu vas pas le couper. Tu as été le premier à me faire l'interview où j'étais transi de peur, bloqué parce que tu représentais quelque chose toi aussi. Oh, mais si, non, mais j'ai rien à vendre. Et puis il y a 40 ans de ça. Hein. Mais ce sont mes souvenirs. C'est ce que j'ai encore en tête, quoi. À l'époque, je ne ressentais pas cette sorte de timidité, tu vois. Parce que tu sais, cette sorte de retenue. Mais elle est explicable par toute ton histoire familiale, par cette arrivée en France. Voilà. Et caché, ces problèmes à l'école, oui, c'est vrai. On restait cachés. Et le recul nous permet d'analyser, d'observer tout ça aujourd'hui. Mais tu sais, l'arrogance, des fois, elle découle d'une frustration. Ouais. Tu sais, tu as besoin de te défendre, de te défendre, donc tu es arrogant. Et on dit, mais quel imbécile celui-là. Mais en fin de compte, c'est tout le contraire, quoi. C'est parce que il faut que tu te défendes de ta timidité, parce que quand tu es sur le circuit, après, il n'y a plus de copains. Hein. Alors c'était beaucoup d'intox, quoi. Hein. Départ d'un Grand Prix, quand il y avait un rival, on disait au mécanicien, je dis pas de nom, mais va lui dire qu'il a de l'huile sur le pneu. C'est ça. Ah oui, ça c'est des vieilles ruses. C'est vieilles ruses que j'ai appris avec Walter Villa. Et l'autre grand spécialiste, les deux spécialistes de ce type de ruse, c'était Walter Villa et Phil Reed. T'as quasiment pas roulé avec Phil Reed. Non, Phil Reed, non. C'était déjà une autre époque. Pour moi, c'était les deux. Mais c'était mais intox à mort. Mais tu te rends compte, tu es là en train de te concentrer au départ. Il y a un mécanicien qui te dit, fais gaffe à 30 secondes du départ, fais gaffe, t'as de l'huile sur le pneu, t'es mort, t'es obligé de rater ton départ, quoi. T'es mort. Ça, je ne pense pas qu'un seul pilote de MotoGP aujourd'hui puisse la comprendre, celle-là. C'est impossible. Ils sont dans un monde hermétique, c'est un autre système, ils sont dans un monde hermétique au monde d'à côté, j'ai envie de dire. Mais l'envie de gagner est la même. C'est la même. La nécessité de préparation technique et psychique est la même. C'est évident. Et toutes les stratégies pour gagner. Mais Jacques Lafitte, j'ai regardé une émission sur lui, là, et il a dit « La F1 devient peut-être un peu trop propre ». Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à ça, mais c'est vrai, parce que là, ils vont sortir de leur carrière, ils vont avoir leurs histoires, mais je pense... Tu penses qu'il manquerait de ce côté humain aussi, de ce côté uluberlu, quand on était en Suède, là, il y a Philippe Coulon, on vient de discuter, et on dit, ce soir, on va à la chasse aux moutons. Aux moutons. Les lapins, c'est autre chose. Les lapins, c'est à Silverstone. C'est encore une autre truc. Mais aux moutons, parce qu'on était donc avec l'équipe Galina à Anderstop, et sur l'autoroute, on s'arrête comme ça. Il y avait Lucinelli. Farfelu, comme c'était pas possible, l'équipe Galina, tout ça. On s'arrête sur une aire. La maman qui fait les pâtes pour tout le monde, donc j'ai été admis avec eux, et Philippe aussi, et Lucinelli dit « guarda » en italien, regardez, il y a un mouton. On va le faire cuire. Mais oui, mais tu demandes à Philippe, c'est dommage qu'il n'est pas là, parce qu'il te raconterait la même histoire. On avait des battes de baseball, des bâtons, tout ça, tous les pilotes, les mécaniciens en train de courir après mais n'importe quoi. Le malheureux mouton, mais n'importe quoi. Vous l'avez mangé, ce mouton? On l'a jamais attrapé. On l'a jamais attrapé. Mais on a pris des poubelles, tu sais, il y avait du grillage autour des poubelles, galvanisé. On a fait un feu de camp comme ça, et puis la maman, elle faisait les côtelettes et tout ça. On a tous été à moitié malades, parce que le galva brûlé, tu le manges, tu tombes malade, quoi. Mais des trucs Jacques, il y en a jusqu'à demain. De l'improvisation. Il y en a jusqu'à demain, parce que dans les bateaux sur la Silja Line. On va faire rire et amuser beaucoup de gens qui nous regardent, mais on a quand même parlé du côté sombre, et toi aussi, tu as eu quand même un certain nombre de blessures aux jambes, aux bras.
que j'en pâtis encore. Et tu en pâtis encore, à tel point d'ailleurs que tu es un de ceux de ta génération qui ne roule pas du tout avec des motos anciennes, parce que tu sais que tes bras ne supporteraient pas le moindre incident, quoi. En fait, c'est plutôt le poignet. Je me suis cassé le scaphoïde, pas soigné, et ils m'ont enlevé le scaphoïde et le semi-lunaire. Mais il y a 40 ans. Ouais. Donc la rotule, maintenant, il n'y a plus de cartilage, tout ça, et puis j'ai le poignet bloqué. Alors là, maintenant, avec la technologie actuelle et les imprimantes 3D, on peut refaire des os. Peut-être. Ouais, donc ouais. j'ai rendez-vous avec deux, parce que ma femme est médecin, donc elle m'a aiguillé là-dessus. Alors, touche du bois, peut-être on aura de la chance. Et tu vas te faire refaire quelques os. Scaphoïde et Ce qui semi-lunaire. ferait bien rire ton père quand il lui refaisait Mais des c'est une pièces de moto. continuité, mais c'est une continuité extraordinaire. Mais la vie, elle vaut le coup d'être vécue quand même. Hein. Mais c'est quand même quand tu fais une conclusion, pas une conclusion, mais un condensé. La vie, c'est joie, peur, émotion, sublimation, chute. Pourquoi chute? Parce que la fin, on est tous astreints à aller au même endroit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je dis un condensé. Voilà, hein. Je dis un condensé. Et dans notre vie, on a fait des bêtises, des conneries avec des amis qui 5 minutes après n'étaient plus là. Oui, c'est vrai. Alors, il faut tout peser, tout analyser et faire une... Et c'est vrai que je me régale avec mes enfants là, parce que je leur explique tout ça et ils sont réceptifs. Pas au sport, parce que j'ai jamais voulu qu'ils fassent de la moto, parce qu'après tu traînes ça toute ta vie quand même. Mais cette mentalité, cette façon de penser, cette façon de voir les choses, de ne pas juger tout de suite à chaud, c'est une école de vie. Hein. Voilà. Et moi, je remercie tous les pilotes, tous, parce que chacun a amené une petite brique à l'édifice, et ça a été moi je me suis régalé dans ma vie. Hein. Alors, en quelle année tu arrêtes de courir? 85. 85. Ouais. Et après, tu vas faire une carrière de promoteur immobilier à Saint-Tropez. Avant, j'ai ouvert un piano-bar, un restaurant piano-bar. Après, je savais pas faire cuire à neuf, hein, mais je savais compter. Et après, j'ai eu une plage, parce qu'il y a eu plusieurs choses. Oui. J'ai eu une plage. C'est-à-dire que quand je revenais à la maison, chez moi, j'allais avec des copains sur les plages. Et je comptais les matelas. Il y avait 200 matelas. Attends le matelas. Putain, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. La restauration, je m'en occuperai, je prendrai qu'il faut, mais le matelas, c'est pas mal. Et je connaissais un syndic, et je lui dis quand j'arrêterai de courir, j'aimerais bien avoir une plage. Et la fatalité a fait, le destin a fait que, un an après, elle m'en propose une, et je suis resté 14 ans. C'était la voile rouge, non? Non, la voile rouge, c'était encore autre chose. Moi, c'était le club du planteur, à côté du 55. Sur Pamplonne. Sur Pamplonne. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et donc, j'avais beaucoup de sportifs qui venaient, et tous les tropéziens. Famille, amis, tout ça. Et je l'ai eu pendant 14 ans. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que malgré le fait que tu as été pendant presque 10 ans l'un des meilleurs du monde, à cette époque-là aussi, en fin de carrière, on n'avait pas de quoi rester sans rien faire jusqu'à la fin de ses jours. À part quelques rares exemples, on y revient. Barichine, Agostini, mais vous étiez peu nombreux. Pas beaucoup. Vous avez dû tous vous recycler. Et pour un sportif, c'est pas évident d'avoir un tel changement radical dans sa vie. Et donc, quand même, tu as aussi bien réussi la suite de ta carrière sportive que ta carrière sportive. Malgré que d'être souligné. Malgré que j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'ai arrêté ma carrière j'ai eu un contrôle fiscal. Parce que je travaillais à l'époque avec Bartol, et on avait construit un moteur qui était issu du Beko, et j'ai travaillé avec des ingénieurs de l'université de Vienne, des ingénieurs de l'usine de ski Fischer. Il y avait un compartiment en fibre de carbone, il faisait les valves rotatifs en fibre de carbone, et avec Harald Bartol, je me suis très très bien entendu. Mais
À l'époque, il n'y avait pas de facture, il n'y avait pas de comptabilité. Je recevais des sous, je donnais à Barton, on achetait des pièces et tout. Mais on a fabriqué un moteur qui était une bombe. Et là, contrôle fiscal. Donc j'explique à l'inspecteur, écoutez, laissez-moi finir la saison, on est en train d'arriver à faire quelque chose. Et vous savez, vous êtes payé pour assouvir une passion, moi pas. Et là, ils m'ont massacré. Ils t'ont massacré. Ils m'ont ça a mis fin à ta carrière. Ouais. Ah, ça, c'est terrible. Je me souvenais vaguement de ce détail, mais pas de façon aussi brutale. Et pourtant, je veux dire, on roulait pas sur l'or. Mais il a appliqué le règlement à la lettre. Voilà, alors qu'il a bien vu que tu n'étais pas milliardaire. Et Jacques, le contrôle fiscal, il a duré 10 ans. Au bout de 10 ans, il y a un jeune qui arrive aux impôts de Saint-Tropez. Il me convoque, il me dit allez encore. Il me sort, j'étais le seul à rester encore en document papier. Oui. Il me dit, c'est quoi ce BINS? Déjà, un inspecteur, le directeur. Et je lui explique ce que je vous explique là. Il m'a dit, bon, vous demandez rien, je peux pas. Combien vous pouvez payer? J'ai dit, pas grand chose. On s'est mis d'accord sur un prix. Il me dit, bon, on détermine le prix. Je dis, mais par contre, je l'ai pas, l'argent. Il va falloir que vous me donniez un délai pour payer ça. Ouais. Et il m'a donné l'échange et j'ai redémarré. C'est comme ça que tu t'es refait. Ouais. Et le premier n'a pas voulu comprendre l'essence même de la course, mais beaucoup de sportifs se sont fait avoir comme toi, à l'époque, les mêmes raisons. C'est-à-dire que, évidemment, quelqu'un de pointilleux est incapable de comprendre ce qu'exige le sport, les déplacements. Mais tout, l'abnégation, tout. Je veux dire, c'est un... Elle n'était pas venue à l'idée à l'époque, c'était précisément ce à quoi peuvent servir les politiques. Un député ou un maire peut parfois dénouer des situations. Non, le maire de Saint-Tropez, il s'en foutait. C'était pas son histoire. Peut-être que Mourouzi aurait pu faire quelque chose. Ouais. Mais après, tu sais, il est parti en goguette. Bon. Je te fais évoquer de mauvais souvenirs, alors que toi, ce qui compte, c'est les plus merveilleux que tu viens de nous raconter. Une petite anecdote, et aussi qui va faire rigoler les gens. Je vais à Manicourt. 60, pas beaucoup d'argent. À l'époque des DS où on mettait les motos dedans. Pas d'argent. Je finis les essais et pas où dormir. Je sais pas où dormir. Je vais voir le curé du village et je tombe sur un homme extraordinaire. On a passé la soirée ensemble, il m'a donné à manger et j'ai dormi dans le presbytère. Est-ce que ça a ravivé ta foi? Non, mais pour te dire que mais je te promets que j'ai passé une soirée. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller voir le curé? Parce que je savais pas où aller. Je savais plus où aller. Tu étais tout jeune à l'époque. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, mais 20 ans à l'époque, c'était jeune. Oui. Parce que maintenant, à 20 ans, ils sont champions du monde 3 fois. À l'époque, il pleuvait, il faisait froid. Et puis je passe devant une église, j'arrête la voiture, je vais dans l'église, et puis il était là. Puis je dis voilà. Et je lui explique mon cas. Et il me fait, allez viens. Et il t'héberge. Il m'héberge. Mais Jacques, ça vaut de l'or, ça. Ça aurait dû. Peut-être que c'est de ce jour-là que tu as eu quand même une certaine bonne étoile. Je sais pas, mais qui sait? Patrick, on le saura jamais. En tout cas, merci de nous raconter tout ça. Je pense que ça va réjouir pas mal de gens de revivre cette époque avec toi. Et merci à toi. Parce que je te porte un petit peu dans mon cœur. Tu sais très bien de quoi je veux parler et on va pas recommencer l'histoire, mais il y a eu des choses entre nous que je n'oublierai jamais. Si j'ai pu t'aider ou en aider quelques-uns simplement en m'intéressant à vous et en parlant dans le journal, c'était un peu à la fois mon plaisir, ma passion et mon métier. Donc, tant mieux. Oui, mais toi aussi tu avais une passion. Moi, je me rappelle de toi quand tu avais les cheveux longs, tout ça, avec les Anglais, tout ça. Barry Sheen, qui était notre idole commune. Mais ça fera partie peut-être de notre sujet. Merci, Patrick.